Tu l'entends, n'est-ce pas? Cette petite voix qui commente absolument tout, celle qui surgit le matin, avant même que tu ouvres les yeux, qui te rappelle cette conversation gênante d'hier, qui anticipe tous les problèmes de la journée. Elle était là, constante, parfois discrète, parfois envahissante. La plupart des gens croient en fait que c'est normal, que c'est comme ça, point final. Mais voilà le problème. Cette voix ne se contente pas de commenter. Elle déforme, elle amplifie, elle transforme un simple regard en jugement, un silence en rejet, un doute en certitude d'échec. Et le plus troublant, on finit par croire que c'est nous, qu'elle dit la vérité sur qui nous sommes vraiment. Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose que peu de gens réalisent. Cette voix n'est pas ton identité. Elle n'est même pas ton allié la plupart du temps. C'est un mécanisme, un système de défense devenu trop zélé, qui réagit à des menaces imaginaires comme s'il s'agissait de dangers réels. Mais surtout, et c'est ce qui va tout changer pour toi, elle peut être apprivoisée. Pas supprimée, pas d'ignorée, apprivoisée. Dans ce qui suit, tu vas découvrir pourquoi ton esprit fabrique ces tempêtes intérieures, comment elles se construisent en silence, et surtout, comment reprendre le contrôle sans entrer en guerre contre toi-même. Parce que le combat, justement, c'est ce qui alimente le chaos. Imagine que ton esprit est une vieille forteresse. À l'origine, elle a été construite pour te protéger. Des remparts solides, des gardes vigilants, des alarmes prêtes à sonner au moindre danger. Le problème? Ces gardes ne font plus la différence entre un vrai ennemi et une ombre dans le brouillard. Chaque fois que quelque chose te met mal à l'aise, même légèrement, l'alarme se déclenche. Un message sans réponse devient « je suis ignoré ». Une erreur au travail devient « je suis incompétent ». Un regard neutre devient « on me juge ». Ce qui rend ce mécanisme si sournois, c'est qu'il ne crie pas. Il murmure, il insinue. Il te convainc progressivement que ces scénarios catastrophes sont des faits avérés. Et tu sais ce qui est fascinant? Ton cerveau fait ça parce qu'il croit sincèrement t'aider. Il pense qu'en te préparant au pire, en imaginant tous les scénarios négatifs possibles, il te protège d'une éventuelle déception. C'est comme un garde du corps surprotecteur qui verrait des menaces partout, même dans une pièce vide. Le résultat? Tu passes tes journées en mode défensif. Ton esprit scanne en permanence ce qui pourrait mal tourner. Il ne cherche pas les opportunités, les moments de calme, les signes que tout va bien. Non. Il est programmé pour détecter le danger, encore et encore. Prenons un exemple concret. Tu envoies un message à quelqu'un d'important pour toi. Pas de réponse pendant 2 heures. Immédiatement, ton esprit démarre sa machinerie. J'ai dit quelque chose de mal. Cette personne m'évite. Je suis lourd. On ne m'apprécie pas. Sauf que la réalité, cette personne était peut-être en réunion, ou occupée, ou simplement distraite. Mais ton esprit, lui, a déjà écrit une histoire complète, avec un début, ton message, un milieu, le silence, et une fin, le rejet. Une histoire qui n'existe que dans ta tête. Cette tendance à remplir les vides avec des scénarios négatifs n'est pas un défaut de caractère, c'est un héritage évolutif. Nos ancêtres qui supposaient que chaque bruissement dans les buissons était un prédateur ont survécu. Ceux qui se disaient « c'est probablement juste le vent » ont fini ailleurs dans la chaîne alimentaire. Mais aujourd'hui, les prédateurs ont changé. Ils ne sont plus physiques, ce sont des conversations non terminées, des regards ambigus, des situations incertaines. Et ton cerveau réagit exactement de la même manière qu'à l'époque des vrais dangers, alerte maximale. Le piège, c'est que plus tu écoutes cette voix anxieuse, plus tu la renforces. Chaque fois que tu te plies à ces demandes, que tu évites une situation par peur, que tu rumines sur un détail insignifiant, tu lui envoies un message. Tu as raison, c'était vraiment dangereux. Et elle devient plus forte, plus rapide, plus convaincante.
C'est un cercle vicieux magnifiquement construit. La peur crée l'évitement. L'évitement crée le soulagement temporaire. Ce soulagement renforce la croyance que la peur était justifiée, et le cycle recommence, mais en pire. Maintenant, voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Tu ne peux pas éteindre ce système. Il fait partie de toi. Mais tu peux apprendre à le recalibrer, à lui montrer qu'il réagit de manière disproportionnée, à créer suffisamment d'espace entre l'alarme et ta réaction pour te demander « Est-ce vraiment un danger ou juste mon cerveau qui s'emballe ?» Parce que la différence entre quelqu'un qui est submergé par ses pensées et quelqu'un qui navigue sereinement dans la vie, ce n'est pas l'absence de pensées négatives. C'est la capacité à les voir arriver, à les reconnaître pour ce qu'elles sont, et à choisir consciemment d'y répondre autrement. Voici quelque chose de déroutant. Ton cerveau confond intensité et validité. Plus une pensée est forte émotionnellement, plus elle te semble vraie. C'est comme si le volume sonore d'une affirmation devenait sa preuve. Tu ressens une vague d'anxiété monumentale avant une présentation. Ton esprit conclut automatiquement « c'est parce que je vais échouer ». L'intensité de l'émotion devient la confirmation de la catastrophe à venir. Mais réfléchis 2 secondes. Est-ce que l'intensité d'une peur garantit qu'elle était fondée? Absolument pas. Pourtant, on fonctionne tous comme ça. On prend nos émotions les plus bruyantes comme des oracles infaillibles. Une inquiétude intense? Forcément, il y a un vrai problème. Une tristesse profonde? Sûrement parce que tout va mal dans ma vie. Une colère explosive? C'est la preuve qu'on m'a vraiment fait du tort. Le problème, c'est que les émotions ne sont pas des détectives objectifs. Elles sont des réactions, des signaux, des messagers parfois maladroits qui exagèrent pour se faire entendre. Imagine un capteur de fumée ultra sensible qui se déclenche dès que tu fais griller du pain. L'alarme est réelle, assourdissante même. Mais l'incendie, il n'existe pas. C'est exactement ce qui se passe dans ton esprit. Le système d'alarme fonctionne à merveille. Trop bien même. Il détecte le moindre signe d'inconfort et le traite comme une urgence vitale. Et toi, conditionné à faire confiance à tes ressentis, tu cours éteindre un feu imaginaire. Maintenant, parlons de quelque chose d'encore plus insidieux, la généralisation. Ton esprit adore transformer un détail en règle universelle. Tu rates une fois quelque chose? Je rate toujours tout. Une personne te critique? Personne ne m'apprécie. Une mauvaise journée? Ma vie est un désastre. Ces sauts logiques se font à une vitesse folle. Ton cerveau prend un échantillon ridiculement petit, une seule expérience, et construit une conclusion massive qui englobe ton identité entière. C'est comme juger un livre de 500 pages en lisant une seule phrase mal tournée. Le pire, ces généralisations se gravent dans ta mémoire avec une précision diabolique. Alors que les moments positifs glissent dans toi comme de l'eau sur du verre, les échecs, les rejets, les erreurs s'incrustent. Ton esprit les collectionne, les catalogue, les ressort au moindre doute. Pourquoi? Encore une fois, c'est une question de survie mal adaptée au monde moderne. Autrefois, se souvenir qu'une baie particulière était toxique pouvait te sauver la vie. Inutile de retester 20 fois. Une mauvaise expérience suffisait pour créer une règle permanente. Baie rouge égale danger mortel. Aujourd'hui, ce mécanisme fonctionne toujours. Sauf qu'au lieu de baiser toxique, il s'applique à tout. Une remarque blessante d'un collègue devient « les gens au travail me détestent ». Un premier rendez-vous raté devient « je suis nul en relation ». Une tentative entrepreneuriale qui échoue devient « je ne réussirai jamais rien ». Et voilà comment un esprit brillant, capable de résoudre des problèmes complexes, se transforme en machine à fabriquer des prophéties autoréalisatrices. Parce que si tu te convaincs que tu es nul, tu vas agir en conséquence. Tu vas hésiter, te retenir, éviter les risques, et ces comportements vont créer exactement les résultats que tu redoutais. La bonne nouvelle?
Il existe un contrepoison simple mais puissant, la précision. Au lieu de laisser ton esprit faire ces grands écarts catastrophiques, tu peux le ramener aux faits bruts, pas à l'interprétation émotionnelle, aux faits. Je n'ai pas réussi cette présentation devient « j'ai oublié 2 points sur 15 dans ma présentation ». Personne ne m'aime devient « cette personne en particulier n'a pas répondu à mon message aujourd'hui ». Tu vois la différence? Dans le premier cas, c'est total, écrasant, sans issue. Dans le second, c'est précis, limité, gérable. La réalité n'a pas changé. Mais la manière dont tu la cadres change tout. Cette précision fait quelque chose de magique. Elle réduit instantanément la charge émotionnelle. Parce qu'un problème précis a une solution possible. Un problème vague et total, il te paralyse. Mais attention, soyons clairs. Il ne s'agit pas de minimiser ou de te mentir à toi-même. Si tu souffres, c'est réel. Si quelque chose te blesse, c'est valide. L'objectif n'est pas de nier tes émotions, mais de les séparer des histoires catastrophiques que ton esprit construit autour d'elles. Tu peux ressentir de l'anxiété sans conclure que ta vie est fichue. Tu peux éprouver de la tristesse sans décider que tu seras toujours malheureux. Tu peux être en colère sans transformer toute une relation en zone de guerre. Les émotions passent. Les histoires qu'on se raconte, elles, ont tendance à rester. Et c'est là que réside tout le travail. Apprendre à distinguer ce qui se passe réellement de ce que ton esprit en fait. Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais vraiment expliqué. Ton corps réagit avant ton esprit. Bien avant que tu prennes conscience qu'une pensée négative s'installe, ton corps l'a déjà enregistrée. Ta respiration se raccourcit, tes épaules se contractent, ta mâchoire se serre, ton ventre se noue. Ces signaux ne sont pas des symptômes de la pensée négative. Ils en sont souvent les premiers messagers. Pendant des années, on t'a probablement dit que le mental contrôle tout, que c'est dans ta tête que ça se joue, que si tu changes tes pensées, ton corps suivra. Mais la vérité est beaucoup plus nuancée. Ton corps et ton esprit sont dans une conversation constante, et souvent, c'est le corps qui parle en premier. Pense à la dernière fois où tu as ressenti de l'anxiété monter. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? La pensée « je suis anxieux » ou la sensation de poitrine serrée, de gorge qui se contracte? 9 fois sur 10, c'est le corps. La pensée, elle, vient après pour expliquer ce que le corps est déjà en train de vivre. Et c'est là que ça devient intéressant. Si ton corps peut déclencher des spirales mentales négatives, il peut aussi les interrompre. C'est une porte à double sens. Le problème, c'est que la plupart des gens ignorent complètement cette porte. Quand ton esprit s'emballe, où est ton attention? Dans ta tête, évidemment. Tu es en train de penser à tes pensées, d'analyser tes analyses, de t'inquiéter de tes inquiétudes. Pendant ce temps, ton corps hurle des informations que tu ne captes même pas. Voici un exercice simple, mais révélateur. La prochaine fois qu'une pensée négative t'envahit, arrête-toi 2 secondes. Pas pour la combattre, pas pour la raisonner, juste pour scanner ton corps. Où ressens-tu quelque chose? Ton ventre est-il tendu? Tes mains sont-elles crispées? Ta respiration est-elle superficielle? Dans la majorité des cas, tu vas découvrir que ton corps porte la tension bien avant que ton esprit ne la nomme. Et cette découverte est cruciale parce qu'elle te donne un point d'ancrage concret. Au lieu de te battre contre des pensées abstraites qui tournent en boucle, tu peux revenir à quelque chose de tangible, ce que ton corps vit ici et maintenant. Prenons la respiration par exemple. C'est tellement basique que ça en devient presque ridicule à mentionner. Et pourtant, c'est l'outil le plus puissant et le plus sous-estimé que tu possèdes. Pourquoi? Parce que la respiration est le seul système automatique de ton corps que tu peux contrôler consciemment. Ton cœur bat tout seul. Ton foie fonctionne sans que tu y penses. Mais ta respiration, tu peux la modifier instantanément. Et en la modifiant, tu envoies un signal direct à ton système nerveux. Ce n'est pas une urgence. Quand tu es stressé, ta respiration devient courte et rapide. C'est ta réponse combat-fuite qui s'active.
Ton corps se prépare à fuir un danger, mais quand tu respires profondément et lentement, tu fais exactement l'inverse. Tu dis à ton système nerveux « tout va bien, on peut se détendre ». Et voilà le truc magique, ton cerveau te croit. Il ne fait pas la différence entre une vraie menace et une fausse alerte. Si ton corps agit comme s'il était en sécurité, ton cerveau finit par suivre. C'est du biohacking de base, mais personne ne t'apprend ça à l'école. Maintenant, parlons d'un autre aspect, souvent négligé, le mouvement. Ton corps n'est pas fait pour rester immobile pendant que ton esprit tourne à plein régime. Quand tu rumines, tu es généralement assis ou allongé, figé dans une position. Et cette immobilité amplifie la rumination. Il y a une raison pour laquelle les gens font les 100 pas quand ils sont stressés. Le mouvement disperse l'énergie mentale. Il crée une distraction physique qui interrompt temporairement la boucle cognitive. Tu n'as pas besoin de courir un marathon. Parfois, te lever et marcher 3 minutes suffit à briser l'intensité d'une spirale mentale. Ce qui est fascinant, c'est que ton corps possède une mémoire propre. Il se souvient des moments de calme, de sécurité, de détente. Et tu peux réactiver ces mémoires en reproduisant les postures et les sensations associées. Te tenir droit, les épaules détendues, la respiration ample, ce n'est pas juste une question de posture physique, c'est un signal que tu envoies à ton système nerveux. Les tensions chroniques dans le corps ne sont pas anodines. Elles sont souvent le résultat d'années de pensées non traitées, de stress accumulé, d'émotions refoulées. Ton corps les stocke. Et tant que tu ne les libères pas, elles continuent d'alimenter tes patterns mentaux négatifs. C'est pour ça que certaines personnes pleurent pendant un massage ou une séance de yoga. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est le corps qui relâche enfin ce qu'il retenait depuis trop longtemps. Ces tensions physiques entretiennent les tensions mentales. Et inversement. Alors oui, tu peux travailler sur tes pensées. Tu peux reformuler, analyser, comprendre. Mais si tu ignores ton corps, tu passes à côté de la moitié de l'équation. Parce que ton corps n'est pas juste un véhicule pour transporter ton cerveau. Il est une source d'information, un régulateur émotionnel et surtout un refuge quand ton esprit devient invivable. Il y a des jours où ta voix intérieure ne te parle même pas avec ta propre voix. Elle emprunte celle de quelqu'un d'autre. Un parent, un prof, un exemple, une personne qui t'a un jour dit quelque chose qui t'a marqué et dont les mots continuent de résonner des années plus tard. Tu n'es pas assez bon. Tu ne finiras jamais rien. Qui te croirait capable de ça? Ces phrases ne viennent pas de nulle part. Ce ne sont pas des vérités universelles tombées du ciel. Ce sont des empreintes, des traces laissées par des moments où tu étais vulnérable, où quelqu'un a planté une graine de doute qui a germé en silence. Le truc pervers avec ces empreintes, c'est qu'elles deviennent invisibles avec le temps. Tu ne les vois plus comme des opinions extérieures. Tu les adoptes, tu les intègres. Elles deviennent ta voix, ton jugement, ta conviction intime sur qui tu es. Et ton esprit, fidèle à son rôle de détecteur de menaces, les ressort exactement au pire moment. Quand tu es sur le point de prendre un risque, de te lancer, de faire quelque chose d'important, boum, la phrase revient. Pas comme un souvenir lointain, mais comme une vérité présente et urgente. C'est fascinant et cruel à la fois. Ton cerveau stocke ces moments douloureux avec une précision chirurgicale. Pourquoi? Toujours la même raison, la survie. Si quelqu'un t'a rejeté une fois, ton cerveau conclut qu'il vaut mieux éviter de revivre ça. Alors il te rappelle la douleur, encore et encore, pour que tu restes dans ta zone de confort. Le problème, c'est que ce mécanisme ne fait pas la différence entre un vrai danger et une simple peur sociale. Il traite le rejet émotionnel comme une menace mortelle. Et à chaque fois que tu évites une situation par peur, tu renforces cette croyance. Maintenant, imagine ceci. Tu as 30 ans, 40 ans, peut-être plus, et une partie de toi réagit encore comme si tu avais 12 ans,
face à cette personne qui t'a dit que tu n'y arriverais jamais. Cette version plus jeune de toi n'a jamais eu la chance de répondre, de défendre, de prouver le contraire. Elle est restée figée dans ce moment, et c'est cette version qui parle parfois. Pas toi aujourd'hui, pas la personne que tu es devenue avec tout ce que tu as appris, surmonté, accompli, non. C'est l'écho d'une blessure ancienne qui se fait passer pour une analyse lucide de ta situation actuelle. Reconnaître ça change tout. Parce que soudain, tu peux créer une distance. Tu peux te dire « D'accord, cette pensée vient d'un endroit douloureux du passé. Ce n'est pas un diagnostic fiable de mon présent. » Cette distance n'efface pas la douleur. Elle ne supprime pas l'empreinte. Mais elle t'empêche de confondre hier et aujourd'hui. Elle te permet de traiter ces pensées pour ce qu'elles sont. Des cicatrices qui se rappellent à toi, pas des prédictions sur ton avenir. Il y a aussi quelque chose d'encore plus subtil. Certaines pensées négatives ne viennent même pas d'événements traumatiques. Elles viennent de l'accumulation. Jour après jour, tu as intégré des messages implicites sur comment tu devais être, sur ce qui était acceptable ou non, sur les limites que tu ne devais pas franchir. Personne ne t'a peut-être dit explicitement « n'exprime pas tes émotions », mais tu as appris à les retenir. Personne ne t'a dit « ne prends pas de risques », mais tu as compris que l'échec était inacceptable. Ces règles non écrites façonnent ta voix intérieure de manière invisible, et le plus dur, c'est que tu ne remets même pas ces règles en question. Elles font partie de toi. Tu penses que c'est juste comme tu es, perfectionniste, anxieux, prudent. Alors qu'en réalité, ce sont des adaptations que tu as développées pour naviguer dans des environnements qui n'étaient peut-être pas faits pour toi. Défaire ces patterns demande plus que de la volonté. Ça demande de la compassion. De reconnaître que si tu fonctionnes comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, ça t'a servi, ça t'a protégé, ça t'a permis de survivre à des situations difficiles. Mais ce qui t'a protégé à 10 ans peut te limiter à 30. Ce qui t'a aidé à éviter la douleur à l'époque peut t'empêcher de vivre pleinement maintenant. Et la clé n'est pas de rejeter ces mécanismes avec violence, mais de les remercier pour leur service et de les mettre progressivement à la retraite. C'est un processus lent. Il n'y a pas de moment où tu te réveilles libéré de toutes tes empreintes passées. Mais il y a des moments où tu reconnais leur influence, où tu les vois arriver, où tu peux choisir de ne pas les laisser décider pour toi. Et chaque fois que tu fais ce choix, tu réécris un peu l'histoire. Tu montres à ton système nerveux que le passé ne dicte pas le présent, que tu peux ressentir la peur et avancer quand même, que tu n'es plus cette version de toi qui avait besoin de tant de protection. Voici une vérité inconfortable. Une grande partie de tes pensées d'ici négatives naît de ton besoin obsessionnel de tout contrôler, de tout prévoir, de tout sécuriser. Ton esprit déteste l'incertitude comme un chat déteste l'eau. Face à l'inconnu, ton cerveau panique. Et pour gérer cette panique, il fait quelque chose de particulièrement inefficace. Il fabrique des scénarios, des dizaines, parfois des centaines. Il explore chaque issue possible, anticipe chaque problème potentiel, imagine chaque catastrophe envisageable. Pourquoi ? Parce qu'il croit sincèrement que si tu visualises tous les scénarios négatifs possibles, tu seras préparé, tu pourras réagir, tu ne seras pas pris au dépourvu. C'est une logique séduisante. Mais elle a un problème majeur. Elle ne fonctionne pas. La réalité, c'est que la vie ne se déroule jamais exactement comme tu l'as imaginé. Jamais. Les problèmes qui surgissent ne sont presque jamais ceux que tu as anticipés. Et tout ce temps passé à ruminer sur des scénarios hypothétiques, c'est de l'énergie gaspillée sur des problèmes qui n'existent pas. Mais ton esprit refuse d'accepter ça. Il préfère l'illusion du contrôle à l'acceptation de l'incertitude. Il préfère s'épuiser à anticiper qu'à admettre une vérité simple. Tu ne peux pas tout planifier. Pense au moment où tu as le plus ruminé. Combien de fois tes inquiétudes se sont-elles réellement concrétisées ? Et quand elles se sont concrétisées, est-ce que toute ta rumination t'a vraiment aidé ?
La plupart du temps, non. Tu as géré la situation dans l'instant, avec les ressources du moment, pas avec les scénarios que tu avais échafaudés. Ce besoin de contrôle crée une tension permanente, parce que tu te bats contre la nature même de l'existence. La vie est incertaine. Les gens sont imprévisibles, les situations évoluent. Tu ne peux pas figer le monde dans un état rassurant et stable. Et pourtant, ton esprit essaie. Encore et encore. Il vérifie, il analyse, il anticipe, il cherche des garanties qui n'existent pas. Cette lutte constante contre l'incertitude te maintient dans un état d'alerte épuisant. La vraie question n'est pas comment éliminer l'incertitude, mais comment vivre avec elle sans que ça te détruise. Et la réponse commence par reconnaître que ton besoin de tout contrôler est lui-même le problème, pas la solution. Regarde comment tu réagis face à une situation ambiguë. Quelqu'un ne répond pas immédiatement. Un projet dont l'issue est incertaine. Une relation qui pourrait évoluer dans n'importe quelle direction. Ton premier réflexe ? Combler le vide. Créer une explication. Inventer une conclusion. Mais ces explications que tu fabriques sont presque toujours négatives. Parce que ton cerveau, dans le doute, penche vers le pire. C'est plus sûr, selon sa logique tordue. Si tu t'attends au pire et que ça n'arrive pas, tu es soulagé. Si tu t'attends au meilleur et que ça se passe mal, tu es dévasté. Alors il choisit systématiquement la prudence pessimiste. Sauf que cette prudence a un coût énorme. Elle te prive de la légèreté, de l'espoir, de la capacité à simplement attendre de voir ce qui se passe. Il y a une expression que j'aime bien, traverser le pont quand on y arrive. C'est simple, mais profond. Ça veut dire arrêter de combattre des batailles imaginaires, arrêter de résoudre des problèmes qui n'existent pas encore, arrêter de gaspiller ton énergie présente sur des futurs hypothétiques. Mais pour appliquer ça, il faut développer quelque chose de contre-intuitif, la tolérance à l'inconfort. Parce que ne pas savoir, c'est inconfortable. Ne pas avoir de réponse immédiate, c'est déstabilisant. Laisser une question ouverte sans la résoudre tout de suite, ça va à l'encontre de tous tes instincts. Maintenant, voici le truc. Changer ce dialogue intérieur ne se fait pas en décidant simplement « à partir de maintenant, je vais être gentil avec moi ». Ça ne marche pas comme ça. Ce serait trop facile. Ça commence par remarquer. Remarquer ce ton que tu utilises, remarquer ces mots que tu te dis, remarquer comment tu te sens après t'être parlé durement, et ensuite, petit à petit, choisir de répondre différemment, pas en niant ce qui ne va pas en te mentant, mais en reformulant. Au lieu de « je suis nul », essayez « j'ai fait une erreur et je peux apprendre de ça ». Au lieu de « je n'y arriverai jamais », essayez « c'est difficile pour l'instant, mais je peux progresser ». Ces petits changements semblent insignifiants, mais ils ne le sont pas. Ils modifient lentement le terrain émotionnel sur lequel tout le reste se construit. Ils créent un espace où il devient possible d'échouer sans s'effondrer, où il devient possible d'essayer sans que l'enjeu soit ta valeur entière. Et dans cet espace, les pensées négatives perdent une partie de leur carburant, parce qu'elles se nourrissent de cette guerre que tu mènes contre toi-même. Quand tu déposes les armes, quand tu cesses de te traiter en adversaire, elles n'ont plus autant de prise. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas du positivisme aveugle, c'est juste cesser de s'infliger une souffrance supplémentaire et inutile. C'est reconnaître que la vie est déjà assez difficile sans que tu ajoutes une couche de violence personnelle par-dessus.